pour étendre un petit peu la perception entre ces différentes relations, entre le public et le privé, entre la recherche scientifique, l'innovation et l'industrie bleue, peut-être qu'on peut passer par un exemple concret. Je me retourne vers vous. Vous êtes devant moi et derrière moi, et à gauche et à droite, Ludivine Martinez, sur un grand écran. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots donc sur ce projet Coabis que vous portez à La Rochelle Université ? Le sujet là évoqué par Sylvain du PhD et puis de la différence de traitement entre la France et le reste au niveau du doctorat. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que on connaît l'état de la recherche en France et des possibilités de poursuite de carrière dans le domaine académique. La vraie question, moi, je trouve, c'est cette question de segmentation, de séparation entre la recherche académique et la recherche privée. Parce qu'en France, on a l'impression que la recherche, elle se fait uniquement dans les universités ou au CNRS et que, hors de ça, on ne peut pas faire de recherche. Et malheureusement, c'est encore un point un peu bloquant de collègues qui soit sont issus de Master 2 ou issus de doctorat, voire même qui ont fait plusieurs postdocs derrière et qui ne trouvent pas de poste permanent dans le monde académique, qui se disent « Oui, mais moi, je ne veux pas aller travailler dans le privé parce que sinon, je ne ferai plus de recherche. » Parce que dans le privé, on ne fait pas de recherche. Et c'est là-dessus que voilà, je voudrais juste intervenir sur le fait de dire aujourd'hui, il faut passer cette étape-là et se dire que voilà, la recherche, on en a besoin. Elle est nécessaire à tous ces projets industriels, à l'économie bleue, au développement de bonnes pratiques. Mais on a besoin de tout le monde, de tous les scientifiques, pas uniquement des académiques du CNRS et de l'université. Il y a de la recherche qui se fait en dehors. Et voilà, il y a de la recherche qui se fait dans des structures comme France Énergie Marine, il y a de la recherche qui se fait dans des structures comme la nôtre, il y a de la recherche qui se fait dans des bureaux d'études, dans des entreprises, il y a des services de R&D chez beaucoup d'industriels. Aujourd'hui, voilà, Alors, le message, ce serait d'essayer de casser justement ces frontières et de travailler de façon plus collégiale. je vous coupe pour pouvoir faire circuler la parole parce que je pense que ça peut intéresser Frédéric Ravilli, notamment ces interactions entre l'université et... je vous laisse prendre un micro. J'en profite d'ailleurs parce que vous êtes beaucoup d'intervenants autour de la table. J'ai oublié de présenter Caroline Mailloux. Tout à l'heure. Bonjour Caroline Mailloux. Excusez-moi, vous êtes attachée scientifique à la délégation générale du Québec à Paris. Donc voilà, on aura un éclairage aussi transatlantique avec vous et je vous en remercie. Alors Frédéric Ravilli, peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de ces dynamiques justement qui naissent au sein de l'université et qui ont pour but d'irriguer le monde économique. Ouais. Et comment ça se passe d'un point de vue très pratico-pratique? Est-ce qu'il faut créer une entreprise à côté? Et vous, quel rôle vous avez dans le hub que vous dirigez, voilà, quelle est la place de votre institution sur ce passage-là? Ouais. Alors, je vais peut-être commencer effectivement par dire quelques mots sur ce qu'est un pôle de compétitivité. On l'a mentionné tout à l'heure puisqu'on est cofondateur pour ce qui nous concerne, parce que les pôles de compétitivité, il y en a une cinquantaine en France sur des thèmes très différents. Et pour ce qui nous concerne, sur le domaine maritime, donc il y a 2 pôles en France de ce type-là. Il y en a un donc en Bretagne-Atlantique, sur les deux régions, Pays de la Loire et Bretagne, et un autre en Méditerranée, avec les régions PACA et Occitanie, enfin Sud et Occitanie. Notre métier, c'est de favoriser donc c'est ce croisement. Alors, Madame Martinez le disait, effectivement, la naissance des pôles, c'est 2005, mais et c'est né sur le besoin de relier effectivement un monde académique avec un monde de l'entreprise qui, à l'époque, mais il y a encore, et c'est encore très perfectible, se parlait pas énormément. Donc, Madame Martinez expliquait effectivement les demandes d'industriels et ou d'entreprises qui souhaitaient développer des connaissances autour de la mégafaune marine. Dans le domaine de l'expertise, il y a aussi l'innovation, du coup, qui est l'autre. Voilà, et nous, on ne se positionne pas exactement pareil. C'est-à-dire que notre sujet, nous, c'est le développement économique. Les pôles de compétitivité ont été créés pour favoriser le développement économique, donc l'innovation, à partir notamment de connaissances scientifiques. Mais l'objectif ultime pour nous, c'est bien le développement économique. Alors, derrière le développement économique, il peut y avoir du bien et du pas bien. Voilà, c'est un peu comme la langue des Ops, c'est-à-dire qu'on peut faire de très belles choses et des choses beaucoup moins intéressantes pour l'environnement. Donc effectivement, on est très vigilant là-dessus. Alors je rejoins complètement le sujet qui consiste à dire comment on évalue la performance d'un projet. Alors il y a la performance économique, mais
On voit bien qu'aujourd'hui, la comptabilité extra-financière commence à sortir et on se rend compte que ce sont des enjeux de plus en plus importants. Et donc, pour revenir maintenant à votre question, effectivement, nous, notre métier, c'est de marier ces deux mondes et d'essayer, sur la base soit d'une idée d'une entreprise qui se dit moi, j'aimerais bien conforter mes marchés ou me développer, me diversifier sur tel ou tel marché. J'ai besoin de compétences que je n'ai pas en interne. Comment je fais pour accroître cette compétence et la développer? Et nous, notre credo, c'est de dire, essayez d'aller voir les acteurs académiques parce qu'on a des chercheurs en France de très bonne qualité. On a des outils de recherche extrêmement puissants. Et donc, on va essayer de pousser ce lien. Et donc, pour favoriser ce qu'on appelle les projets collaboratifs, dans notre jargon, c'est-à-dire des projets qui vont regrouper à la fois des académiques et des entreprises. Alors pour problématiser un peu la question, est-ce que dans la carrière d'un chercheur, est-ce que ça n'est pas des publications à comité de revue quand ils participent à ça? Est-ce que ça leur permet d'avancer dans leur carrière? Et voilà, quelle place ça prend dans la carrière d'un chercheur? Ça pose la question de comment on évalue un projet d'innovation. Il y a beaucoup de critères. Nous, on essaie de mesurer toutes les retombées. Alors les retombées pour les académiques, je vais commencer par le plus simple. Pour les entreprises, c'est facile, c'est combien d'emplois, c'est quel chiffre d'affaires, ou quelle pérennité de l'emploi ça permet de faire. Ça, c'est un premier domaine. Pour les académiques, ce qu'on va essayer d'évaluer, ça peut être la participation des congrès, ça peut être des publications dans des revues à comité de lecture, ça peut être des brevets, voilà. Mais on a aussi des académiques qui veulent se lancer dans la création d'entreprises. Voilà. Et on s'associe à d'autres structures. Alors, le paysage est un peu complexe, qu'on appelle des technopoles, en l'occurrence. Moi, je travaille aussi pour une technopole qui a pour elle fonction de se dire, à partir de chercheurs qui sont sur des projets qui peuvent générer de la création d'entreprises, comment est-ce qu'on incite finalement alors pour les plus jeunes, des docteurs ou des post-doctorants, pour les plus anciens, déjà des chercheurs, à la création d'entreprises grâce à leurs projets de recherche. Donc on a tout un programme d'accompagnement pour la création de l'entreprise dans toutes ses dimensions. Au-delà de la recherche, une entreprise, loin s'en faut, il n'y a pas que ça. Il y a la gestion marketing, il y a la gestion RH, il y a la gestion juridique, il y a la stratégie à mettre en place. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il y a des programmes d'accompagnement pour ça, avec le cœur qui reste bien le projet d'innovation. Pour un développement économique cohérent, qui vient d'être traité par Frédéric Ravigny, il convient de former les futurs salariés, qu'ils soient ingénieurs, techniciens, informaticiens, à de nouvelles formations. Jean-Marc Augier, comment avez-vous organisé ces formations au niveau de La Rochelle Université, dont vous êtes le président? Nous travaillons depuis maintenant 9 ans à une transformation profonde de notre système académique dans toutes ses dimensions, depuis la formation que nous avons voulu plus adaptée à chaque profil d'étudiant pour travailler son agilité, sa plasticité intellectuelle, sa capacité à traiter du monde complexe auquel nous sommes confrontés dans un espace où les transitions sont de plus en plus rapides et il est important que les étudiants soient adaptés à ces évolutions. Et c'est surtout, et c'est je pense l'objet de notre intervention aujourd'hui, sur la question de la recherche et de l'innovation, puisque nous avons fait le choix dans notre université de travailler à sa spécialisation sur la question du développement durable en zone littorale, qu'on qualifie de littoral urbain, durable et intelligent. Vous savez qu'on a 60% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km des côtes, et ce phénomène va s'amplifier jusqu'à 2060. Nous, on le voit tous sur nos côtes littorales françaises en particulier. Et donc, ces territoires sont menacés par la transition climatique, la montée des océans. Il est important de travailler des solutions holistiques, interdisciplinaires et de mettre tous les chercheurs en synergie, quelles que soient leurs origines disciplinaires, de faire en sorte que les sciences exactes travaillent avec les sciences humaines et sociales pour travailler toutes les dimensions d'une problématique, d'un tel défi qu'est celui du développement durable en zone littorale. Et donc, dans ce cadre-là, parmi les actions que nous avons menées, que nous sommes en train de mener, nous travaillons actuellement sur la construction d'un campus des métiers sur les énergies marines renouvelables que nous sommes en train de soumettre au secrétariat général pour l'investissement, dont le but est précisément de répondre aux demandes en compétences exprimées par les professionnels de ces métiers. Et on s'appuie en particulier sur les professionnels du parc éolien offshore de Saint-Nazaire, qui nous a exprimé ses besoins de l'infrabac jusqu'à bac+8. Et donc, nous travaillons sur ce projet de formation, alors à la fois formation initiale, formation continue, pour accompagner les compétences des professionnels exerçant déjà ces métiers, mais aussi pour
former de nouveaux cerveaux qui répondent à ces grands défis. Et donc, c'est un grand sujet émergent dans notre université qui est en cohérence avec la question du développement durable en zone littorale que j'ai évoquée précédemment. Alors, je voudrais transmettre la parole à Herveline Gaborio, qui doit avoir une vision intéressante aussi de ce passage entre la recherche académique et la recherche privée. Alors, vous, à quelle interface vous vous situez à France Énergie Marine Recherche et Innovation ? On est bien au milieu, justement, entre l'académique et les entreprises. En fait, France Énergie Marine, c'est assez particulier. Donc, on est un institut de recherche, mais de droit privé, soutenu par l'État, avec qui on a une convention sur du long terme. Et on regroupe un panel d'industriels du secteur de l'éolien en mer et un panel de structures, on va dire, scientifiques, académiques, et aussi des collectivités territoriales, des régions, les pôles. Voilà. Et en fait, notre activité principale, c'est la réalisation de projets de recherche et développement plutôt appliqués du fait qu'on attend des retombées soit sur la compétitivité en fait de l'éolien en mer, soit sur l'évolution, on va dire, des protocoles pour les fameuses séquences ERC, et derrière tout ça, une bien meilleure intégration environnementale et sociétale de ces parcs éoliens en mer. Donc comment ça fonctionne? On a ce qu'on appelle des membres. Donc on a une trentaine de membres. Donc c'est des gens qui ont décidé de conventionner avec France Énergie Marine. Et ensemble, on structure des projets de recherche. On les construit, on les priorise, on les construit et on va assez vite dans la définition et le lancement, parce que souvent avec des entreprises vous construisez ces projets. Alors toujours avec des entreprises. La base en fait de ces projets, c'est vraiment l'esprit collaboratif dès le début. Donc on part du besoin industriel, on agrège les compétences scientifiques, académiques qu'on va retrouver chez nos membres, chez nos partenaires, et puis on consolide un projet. Ça va assez vite. Et ça veut dire qu'on peut démarrer les activités de recherche en quelques mois. Alors, c'est une question intéressante pour le titre de cette table ronde qui était « La recherche et l'innovation au service de l'économie bleue ». Donc on voit qu'il y a tout le gradient entre le fait d'être au service réellement de cette économie, de la réussite économique. Et je me demande, je laisse circuler un peu la parole, mais est-ce que le rôle de la recherche est réellement de servir cette économie, ou est-ce qu'elle est aussi de la réguler, est-ce qu'elle est de l'encadrer, est-ce qu'elle lui permet d'agir à long terme? Vous disiez aussi, finalement c'est assez simple pour une entreprise de savoir si le partenariat a marché ou pas. Est-ce que des emplois ont été créés? Est-ce que donc est-ce qu'il y a peut-être deux visions un peu de l'implication de la recherche? Je me tourne bien sûr vers Raphaëlla et Herveline. Oui, moi je vais me permettre une réponse. Oui, je pense qu'on en a parlé un peu hier aussi, et merci aux intervenants à propos de la recherche sur l'espace aussi. Et donc je pense qu'il y a des questions qui sont posées aussi à la recherche pour se projeter sur le futur et défricher des choses qui n'ont que les industriels, le monde économique ne pourra pas faire. Donc il y a clairement, je trouve, un rôle de la recherche. J'aime pas beaucoup le mot encadrer, mais défricher, explorer et trouver des innovations qui ne sont pas simplement sur le plan technologique d'ailleurs, ou réglementaire, ouais. Qui sont dans la complexité de tous ces enjeux qu'on a particulièrement pour la mer, l'océan, etc. Et pour arriver à démêler la pelote en quelque sorte et dérouler le fil. Donc je pense qu'il y a un énorme rôle de la recherche. Et puis je parlais des indicateurs, donc c'est un indicateur, il ne faut pas s'enfermer dedans, mais c'est aussi un moyen de tracer une voie pour par exemple un territoire qui doit évoluer, une collectivité, etc. Donc on permet d'avoir un premier résultat objectif et tracer une trajectoire de progrès
Et c'est ça l'intérêt de l'indicateur aussi. Alors, je voudrais passer la... Oui, alors, rapidement, parce que j'entends les estomacs gargouiller, j'aimerais passer la parole. Il y en a qui n'ont pas encore intervenu. Je rajouterais que c'est très très riche justement de pouvoir s'appuyer sur les scientifiques pour faire évoluer notamment ces indicateurs. Et ce qui est aussi important, c'est que les industriels qui cherchent à développer de l'économie s'en saisissent. Et s'en saisissent rapidement. Que ça s'intègre réellement, que ça puisse s'intégrer. Qu'on n'oppose pas en fait. Non, bien sûr. Faut qu'il puisse l'être. Alors, un petit mot, Jean-Claude Devin. Juste un mot, je me rappelle la discussion que j'avais eue à Pierre Brunel, qui était professeur à l'Université de Montréal, où j'ai fait mon postdoc. Il m'avait dit il y a 3 types de recherche. La recherche fondamentale, rechercher qu'est-ce qui se cache derrière les vers de Platon, d'Homère, etc., les formules mathématiques, la quadrature du cercle, etc. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est la recherche finalisée. Moi, dans toute ma carrière, j'ai fait de la recherche finalisée qui était sous des commandes, extraction de granulats, éolien en mer, dépôt de dragage, etc. Et après, il y a l'application de la recherche qui est plutôt de la recherche finalisée, enfin, la recherche ingénierie. Je crois que dans la recherche, il se cache quand même beaucoup de choses et dans la connaissance. Et j'ai bien aimé le mot que tu as parlé ce matin, je ne sais plus si c'est monsieur le maire de Plouiguen ou Yves, la connaissance scientifique. C'est vrai que dans le débat public, on a eu l'impression qu'il y a beaucoup de connaissances, mais il n'y a pas la connaissance de la connaissance. Et c'est rendre accessible la connaissance. Je crois que c'est un mot-clé. Et c'est pour ça que j'ai aussi participé à la création du groupement d'intérêt public Seine-Aval. D'un côté, il y avait un besoin de connaissance de comment fonctionnaient les sphères de la Seine. Il y avait des besoins des acteurs, dont les ports, la région, l'agence de l'eau. Eh bien, on a créé cette cellule pour communiquer et faire le lien entre la connaissance académique d'une part et les besoins des acteurs d'autre part et des décideurs aussi. Alors justement, c'est par l'exemple, je pense qu'on traite le mieux cette diversité. Je voudrais donner la parole à Jocelyn Guillot. Vous avez fait un passage aussi de l'université vers le monde économique. Est-ce que vous pouvez nous donner cet exemple-là ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors jusqu'à il y a 1 an et demi à peu près, j'étais chercheur à l'Université de Nantes, au laboratoire LETG. Est-ce que vous pouvez nous décomposer ce laboratoire, qu'on voit la discipline en géographie, voilà. Donc sur les usages de la mer principalement. Et avant, j'avais une thèse en écologie politique plutôt. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre en pratique, ou en tout cas se confronter à des questionnements académiques du point de vue, en tout cas, de l'entreprise. Et ces questionnements, en tout cas, j'essaie de les résoudre à mon modeste niveau chez IC Énergie Marine Développement, en travaillant sur des projets à taille humaine, en essayant de passer de l'innovation technologique dans le domaine de l'hydrolien et du rouleau moteur à une phase commerciale, à l'émergence de ce marché des énergies renouvelables. Et puis, bien sûr, aussi avec les questionnements environnementaux. C'est pas parce qu'il y a le changement climatique qu'on doit aussi sacrifier l'environnement naturel. Donc essayer de combiner tout ça, c'est pas facile, mais c'est stimulant en tout cas intellectuellement. Oui, alors justement, j'en profite. Après, je pense qu'on va ouvrir sur cette thématique peut-être les questions à la salle. La question de la formation, c'est une des questions qu'on a beaucoup abordées en préparant cette intervention des chercheurs. C'est une question qui revient parce que les problèmes sont très pluridisciplinaires. Vous avez intégré, j'imagine, une équipe avec d'autres disciplines scientifiques. On sent de plus en plus qu'il y a ce besoin de connecter, d'intégrer les différentes décisions les unes aux autres, les différents points de vue multidimensionnels les uns aux autres. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé déjà à sortir de votre discipline pour aller vers d'autres ? Est-ce que c'était l'envie de pouvoir agir directement ? Est-ce que c'est l'envie justement de croiser avec ces autres connaissances ? Est-ce que c'est qu'il n'y a pas de place dans le monde universitaire aussi ? Ce qui fait que c'est une vraie question aussi pour la formation voilà, on pousse les gens à faire des sciences, mais pour quelle place après dans un monde du travail voilà. Un petit peu de tout ça, je dirais quand même que peut-être plus que l'interdisciplinarité, je dirais que c'est la transdisciplinarité aussi, l'interface entre la science et la politique. On y est confronté avec les administrations, avec des questionnements des deux côtés d'ailleurs. C'est pas toujours simple, mais encore une fois, c'est stimulant.
Et puis aussi peut-être dans mon travail au quotidien, on disait tout à l'heure réguler l'économie par la science, mais essayer aussi d'apporter dans le monde économique des questionnements sur la place des technologies, la place de la société, la concertation, des choses comme ça. Voilà. Alors, je voudrais proposer à la salle, si vous avez des questions, qu'on puisse sanctuariser un peu de temps, parce que vos questions sont sûrement d'une plus grande pertinence que la mienne. Alors, j'aimerais peut-être donner la parole à Caroline Mayou pendant que vous réfléchissez à cette première question très pertinente. Quelle vision vous avez, vous, depuis le Québec, de cette collaboration entre le public et le privé ? On sait qu'en Amérique du Nord, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel. L'organisation est beaucoup plus faite pour ça. Et quel regard vous avez en voyant la manière dont ça émerge en France d'une certaine manière je ne savais pas que c'était de ça que j'allais parler, mais très contente d'être avec vous. Je ne le savais pas non plus. Oui, effectivement, il y a de plus en plus de collaboration entre le public et le privé. C'est quelque chose qui a été toujours mis de l'avant par le gouvernement du Québec. Nos universités québécoises travaillent avec les partenaires de l'écosystème de leur territoire. Les zones d'innovation sont en pleine expansion au Québec, que ce soit sur des thématiques bien particulières, que ce soit le numérique, que ce soit le quantique, l'énergie, les énergies vertes. Donc, il y a effectivement un travail vraiment de proximité entre nos universités, mais aussi entre nos cégeps qui font du transfert de recherche avec l'écosystème économique. J'arrêterai là mon propos sur le lien avec l'économie parce que ce n'est pas vraiment mon domaine. Moi, je suis vraiment au niveau de l'académique et on m'a demandé de vous faire un petit topo sur les rencontres toutes récentes du Conseil franco-québécois de coopération universitaire qui se sont tenues à Toulouse et qui, je crois, auront, avec les propos que j'ai entendus hier et aujourd'hui, auront des éléments de réponse aussi pour vous, puisque, évidemment, le domaine des changements climatiques, de la biodiversité, de l'océan, de la mer, des littoraux, font partie, je dirais aussi des forêts, tout l'écosystème naturel qui nous entoure font partie des priorités de nos gouvernements. On a parlé à quelques reprises de la rencontre alternée des premiers ministres. Bon, on en a eu une au mois d'avril dernier et il y a eu certains éléments, justement, qui se rapportent au sujet de compétences qui nous occupe aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est le Conseil franco-québécois de coopération universitaire? Eh bien, c'est une initiative de nos deux gouvernements pour que, justement, nos universités, nos chercheurs collaborent ensemble et conseillent aussi le gouvernement sur des sujets comme ceux-ci qui a un intérêt, évidemment, scientifique, mais aussi un intérêt politique et un intérêt pour la société en général. Donc, le CFQCU, on va l'appeler comme ça va être moins long. Et vous m'excuserez le masque, mais c'est pour vous que je le porte puisque je suis COVID. Le CFQCU a deux rôles. Donc, un rôle conseil. Et le deuxième rôle, c'est celui de gérer un appel à projet. Donc, on parle d'argent. Donc, ça va vous intéresser. Comment on peut financer notre collaboration France-Québec? Donc, avec l'appel à projet Samuel de Champlain. Donc, l'appel Samuel de Champlain permet tant de financer des projets de coopération France-Québec en matière de formation comme en matière de recherche. Évidemment, on ne finance ni la formation ni la recherche. L'objectif, c'est de financer la mobilité des partenaires français et québécois pour qu'ils puissent mieux collaborer et développer leurs projets. Les rencontres qui se sont tenues à Toulouse, donc ce sont les rencontres internationales qui ont lieu tantôt en France, tantôt au Québec. Et ces rencontres internationales avaient pour objectif de se poser la question, qu'est-ce que la France et le Québec, qu'est-ce que ces acteurs peuvent faire pour mieux intégrer les programmes européens et mieux répondre aux enjeux mondiaux? Parce que les problèmes
du réchauffement climatique, des érosions des littoraux, de l'augmentation de la température des eaux. Ça ne touche pas juste la France puis le Québec, ça touche l'ensemble de la planète. Et nous pouvons ensemble être des porteurs de projets, d'innovation pour faire avancer la connaissance académique, la connaissance scientifique au niveau mondial. Évidemment, les programmes européens permettent, c'est sûr qu'un appel à projet comme Samuel de Champlain, c'est bien parce que ça permet de démarrer, d'innover de nouvelles coopérations. Mais les programmes européens peuvent nous amener à un élan supérieur et un rayonnement de nos compétences à l'échelle européenne et puis plus largement mondiale. Donc, c'est un élément qui a été évoqué pendant les rencontres. Pour essayer d'aller rapidement, je veux arriver avec des solutions tout de suite, parce que je vois que le temps file, les estomacs gargouillent, comme disait notre animateur. Donc, solutions. Pour rapprocher les scientifiques et les politiques, on a entendu souvent cette question-là. Il faut rapprocher scientifiques et politiques, rapprocher scientifiques et société. Une solution, avoir des scientifiques en résidence dans les municipalités, des scientifiques en résidence dans les ministères, de façon à ce que rapidement, sur le territoire, au moment où on prend les décisions, il y ait des données probantes qui soient rapidement accessibles à ceux qui doivent prendre des décisions. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait au Québec, qui est une grande réussite, et c'est une initiative de notre scientifique en chef, Rémi Quirion, qui a souhaité justement permettre cette accessibilité et ce rapprochement de la science avec le politique. Évidemment, nous l'avons souligné pendant les 2 journées, il faut parler le même langage. Le fait d'intégrer des scientifiques dans les administrations publiques permet de mieux apprendre le langage de l'autre et donc de mieux coopérer. Une autre solution dans notre boîte à outils, peut-être pour conclure, pour qu'on puisse avoir un temps pour donner la parole à la salle. Eh bien, un autre outil, de profiter de notre langue. La langue française est une belle langue que nous partageons, et si on veut pouvoir être proche de notre société, il faut être capable de lui parler. Les payeurs d'impôts payent la recherche publique, et donc c'est tout à fait légitime qu'ils puissent avoir accès aux résultats de cette recherche. Et les chercheurs, en parlant à leurs concitoyens, font rayonner leur science, font rayonner leur point de vue, et font comprendre les enjeux, et donc peuvent aider les citoyens à faire avancer aussi les enjeux de société auxquels nous sommes confrontés. Oui, l'intégration passe aussi par l'accessibilité, et l'accessibilité passe aussi par le fait de parler en français et de penser en partie en français. Merci de nous le rappeler. Alors, est-ce qu'on a déjà une question dans la table, peut-être là-bas ? Oui, moi je voulais bien, Thierry Guinberto de l'Université de Nantes, et je voulais bien poser enfin, pas une question, mais faire une remarque tout de suite, suite à la dernière intervention. En fait, globalement, Jean-Claude Devin l'a dit, les choses bougent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de recherche impliquée dans l'innovation que par le passé, et ça continue à bouger. Alors, avec probablement, dans le cas français, et là je ne sais pas trop sur la partie québécoise, des différences suivant les disciplines. C'est-à-dire très probablement, il y a des disciplines qui sont moins impliquées pour tout un tas de raisons. Ça s'organise aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des fédérations de recherche qui se mettent en place, qui associent des disciplines différentes pour traiter des objets, ou des clusters, on en entendra parler, ou bien des chaires qui se mettent en place. Donc ça aussi, ça participe. Et puis parallèlement, je pense qu'individuellement, on est nombreux dans les enseignants-chercheurs ou les chercheurs à être investis dans des organismes justement extra-universitaires, ce qui participe aussi à ces échanges récurrents. Et puis ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ces choses-là, ça bouge... Enfin voilà, je commence à avoir un peu d'expérience, et je pense que ça bouge beaucoup plus par les individus que par les institutions. Et je pense qu'on le voit aussi au regard des personnes qui sont présentes côté enseignement ou enseignement-recherche
dans l'assistance. Et puis par rapport à ce qui a été dit, je souscris complètement sur la partie québécoise, c'est-à-dire que moi, il y a quelques années, j'ai été impliqué dans un programme là, de 4 années qui était pluridisciplinaire, puisque côté québécois, on avait politistes et économistes, côté nantais, on avait des géographes, et en fait, on bossait avec des partenaires opérationnels sur les îles de la Madeleine au Québec et sur l'île Dieu au côté français. Et donc, on était complètement dans la logique qui a été présentée, et puis dans la thématique des océans, puisqu'en gros, c'était d'essayer de voir quel pouvait être le positionnement des collectivités locales par rapport au projet éolien concernant l'île Dieu, et puis par rapport au projet qu'il y avait à l'époque sur le site de Oldari, d'exploitation d'hydrocarbures en partie maritime. Donc oui, je confirme, je pense même que côté québécois, sur un certain nombre d'opportunités ou de possibilités, ils sont quand même un peu plus efficaces que nous, notamment avec des dossiers qui sont peut-être moins complexes que ceux qu'on peut nous fournir côté français. Merci beaucoup. C'est vraiment par l'exemple qu'on voit qu'on sort des caricatures entre le monde du privé, du public, économique et académique. Je vous la donne juste après. Voilà, allez-y. Oui. Alors oui, juste une petite prise de parole. Déjà, merci pour cette table ronde qui était vraiment très intéressante. Moi, je voulais juste prendre la parole pour rebondir un petit peu sur quelque chose que tu as dit par rapport à la recherche fondamentale. Affirmer quand même l'importance du socle, du socle de connaissances, la connaissance des systèmes. Là, c'est vraiment le chercheur qui parle. La connaissance des systèmes, ça veut dire aussi l'observation. On a entendu parler hier d'observation satellitaire. On fait de l'observation, on a des séries à long terme, et sans ça, les systèmes marins, en fait, on ne peut pas les comprendre. Sans ça, on est aveugle. Ouais. On est aveugle. En fait, il n'y a pas de recherche finalisée s'il n'y a pas le socle de connaissances. Et ce socle de connaissances, la recherche fondamentale, est aussi une source potentielle d'innovation ou de valorisation. On a tout à l'heure a été évoqué l'écosystème un peu complexe en fait, c'est vrai. Dans l'écosystème brestois, on a depuis peu un pôle universitaire d'innovation qui inclut tous les acteurs, la technopole brest-iroise qui a été évoquée tout à l'heure, les pôles mers, tous les acteurs du territoire tels que les ITE, etc., les universitaires, les universités, et dans lesquels également l'idée c'est d'aller détecter dans des projets de recherche plutôt fondamentale, je dirais. Alors, je dis ça, c'est parce que je m'inscris aussi en tant que chercheur dans ce type de projet, même si mes projets ont une finalité et que ça m'est arrivé de commettre un brevet dans ma vie. Mais en fait, on ne peut s'appuyer véritablement que sur ce type de recherche, et je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, parce que ça a un impact aussi sur toutes les politiques publiques de financement de la recherche. Voilà. On le garde en tête. J'avais une autre question juste ici. Oui, juste un petit commentaire aussi sur quelque chose qui me semble assez important, c'est quand même aussi la reconnaissance du PhD, qui est quand même une très grande différence aussi entre le Canada et la France. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez central. Aujourd'hui, la France est le seul pays au monde qui ne reconnaît pas réellement le doctorat. Alors, sur le monde du travail, ça ne vaut pas autant que... non, moi, la semaine dernière, j'étais à Paris pour le congrès de l'ANRT concernant les chiffres. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire un doctorat, tout simplement parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de recrutement dans l'enseignement supérieur, et aussi le monde économique, le monde industriel est très... est très perplexe dans l'apport que peut apporter aussi un jeune chercheur dans l'entreprise. Alors ouais, là, il y a une très grande différence par rapport au Québec. Ouais. Le PhD, et puis aussi, vous vouliez réagir peut-être, Jean-Claude Duffe, sur la question de la pluridisciplinarité, peut-être aussi dont on avait parlé. Non, je voulais réagir. Effectivement, on a un problème de volonté des étudiants qui finissent leur Master 2 par rapport au doctorat. Mais parmi mes étudiants, il y en a qui sont à France Énergie Marine, il y en a qui sont dans les bureaux d'études, je dirais dans le domaine de l'environnement marin,
il y a des possibilités d'emploi. Effectivement, le nombre d'enseignants-chercheurs va baisser dans le futur, puisqu'on va avoir une crise démographique, il ne faut pas l'oublier, on va avoir une baisse de natalité en France qui se traduit déjà par une baisse de fréquentation des écoles élémentaires, les collèges, les lycées, puis viendront les universités. Où il y a un déficit flagrant, c'est les EPST, un type CNRS qui recrutent très peu. Et aujourd'hui, dans mon laboratoire, j'ai eu des responsabilités pendant très nombreuses années, je le dis souvent, on avait des fonctionnaires titulaires qui étaient de l'accompagnement de la recherche. Et aujourd'hui, dans nos laboratoires, on a de plus en plus de CDD, techniciens qui travaillent sur des projets France Énergie Marine ou autres, comme le projet FLOWatt qui est financé par l'ADEME, et dans lequel aussi on trouve de plus en plus de post-doc. N'oublions pas aussi simplement une chose par rapport au développement international, qu'on forme beaucoup de docteurs en France qui vont travailler dans les pays étrangers. Donc il y a aussi un problème de coût de formation par rapport à des salaires qui sont doubles, voire triples de ceux qu'on offre en France à des universitaires. Et notamment à cause de la précarité aussi, ces CDD qui se perpétuent et qui empêchent la durabilité de la recherche. Monsieur Dumont, vous vouliez dire quelque chose là-dessus ? Alors, pas forcément directement là-dessus. Après, pour faire une transition, le lien formation, il y a un lien intergénérationnel dont on a parlé depuis hier, et Jean-Claude vous l'a dit tout à l'heure. Donc, voilà, on a besoin de la jeune génération dans toute la diversité de formation, etc. Sur la diversité, peut-être un exemple. Moi, je vais prendre les derniers recrutements que j'ai faits, alors soit stage, soit apprentissage. J'ai un profil formation géographe en études de sciences politiques à Rennes. J'ai un profil juriste. J'ai un profil plutôt approche par les risques, mais dans un établissement subdeco. Et si je peux, le prochain, ce sera de la responsabilité sociétale et environnementale. Enfin, quand on fait de l'environnement côtier, en tout cas dans une administration ou de l'adaptation côtière, en fait, j'ai besoin de tout plein de compétences que les jeunes m'apportent et que je n'ai pas chez moi et dans mes titulaires historiquement. Après, comme je sais que c'est bientôt la fin et que exactement, j'instaure une certaine urgence. Si vous avez quelque chose à dire, il faut absolument le dire maintenant. Qu'est-ce qu'on a en commun ? On vous taira jamais. Je sens que ça bouge là-bas. Voilà. Et derrière. Voilà, et derrière aussi, je suis désolé, je vous avais prévenu, vous êtes beaucoup d'intervenants, du coup, tout ça est passé à une vitesse incroyable. Non, mais je voudrais jeter ce mot un peu à l'audience. En fait, avec Mathilde, on disait sur le rôle de la recherche, et en fait, peut-être particulièrement sur l'océan et toute la complexité des enjeux, est-ce qu'elle soit finalisée, qu'elle soit fondamentale, on a besoin d'une recherche éclairante. Donc je vous jette le mot éclairante, qu'on trouve plutôt assez figuratif. Je regarde la salle pour savoir si quelqu'un veut dire un dernier mot peut-être ici pour conclure, et peut-être une question, une remarque. Moi j'avais une question pour Monsieur Ravilly. Donc ça va peut-être intéresser les autres jeunes qui veulent entreprendre. Donc vous nous avez parlé des technopoles qui accompagnent des jeunes chercheurs qui ont, durant leur thèse, découvert peut-être des innovations. Mais est-ce que les technopoles accueillent aussi des jeunes qui peut-être ont moins un bagage académique, mais plus de terrain, et qui ont aussi des projets pour après être formés et être accompagnés dans l'innovation locale, des côtes françaises? La réponse est clairement oui. Nous, on propose des programmes de détection de futurs créateurs d'entreprises. Alors, j'ai parlé de la recherche parce que c'était le sujet de la table ronde, et on a une collaboration forte avec notamment Nantes Université, qui fait partie d'ailleurs de la gouvernance et du pôle et d'Atlampol et de la Technopole qui est basée à Nantes. Voilà, ça c'est un lien un peu privilégié. À ce titre-là, on est labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais tous les autres porteurs de projets, on les reçoit évidemment, et on a des belles réussites. Donc non, il n'y a vraiment pas de blocage, et on peut échanger nos coordonnées. Je serais ravi de pouvoir vous guider vers les bons contacts au sein de la Technopole.